beaucoup. Je vous en prie, Sandra. Ah, Ça fait quelle impression? ça fait tellement plaisir et ça me touche beaucoup. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Moi, j'ai découvert le film ce matin et j'ai été très touché. J'ai trouvé que vous aviez, ce qui n'est pas toujours le cas des comédiennes et des comédiens qui passent la mise en scène, un vrai regard, une vraie force dans votre mise en scène, un travail d'écriture assuré, une direction de comédiens et de comédiennes magnifique, très subtile. Et c'est un premier film d'une force, d'une intelligence, d'une finesse et d'une subtilité. C'est un film qui nous est allé droit au cœur, vraiment. Ben, merci infiniment, je suis très touchée par ce que vous dites. Je vais bien sûr poser les premières questions. Vous êtes venus pour écouter le public, mais je vais vous laisser revenir durant quelques minutes pour que vous puissiez revenir J'ai dessus. chaud, je vais enlever mon foulard. C'est la chaleur humaine, ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, je n'avais pas prévu. Je me suis dit que si jamais ça faisait un petit froid, j'avais le foulard. Je sais que vous aviez réalisé, je crois, au moins un court-métrage. Oui, un seul, oui. Est-ce qu'il y Qui avait... avait déjà été sélectionné à la Semaine de la Critique, D'accord. en 2016. Coucou Charles. Oui. Je vous dis, c'est mon ange gardien. Et je voulais savoir si vous aviez l'envie, les velléités de réaliser un long-métrage depuis longtemps. Est-ce que vous le sentiez en vous? Je pense que c'était présent parce que j'aime tellement le cinéma. Je suis extrêmement cinéphile, mais je n'aurais pas imaginé le faire en même temps. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne pensais pas que j'allais oser un jour. Parce que quand on est actrice, on est vraiment plongé dans l'univers des cinéastes, et puis j'en ai vu des très bons. J'ai eu cette chance. J'ai sûrement beaucoup appris inconsciemment avec eux, et beaucoup pris, peut-être aussi des choses d'eux, je ne sais pas. Mais... Et puis au fur et à mesure que le temps avançait, j'étais de plus en plus passionnée par tous les corps de métier sur un tournage. C'est-à-dire, je me disais, c'est fou comme si le perchman là assure pas, la prise est foutue. Si l'accessoiriste n'est pas bon, le film ne résiste pas. Enfin, et je mesurais, plus le temps passait, plus moins on est égocentré en fait comme actrice, comme acteur. Je pense plus on est plutôt, enfin, jamais rassuré parce qu'on repart à zéro à chaque fois, mais on est quand même un peu plus spectateur aussi de ce qui se passe sur le tournage. On est un peu moins tourné vers soi, et j'étais de plus en plus tournée vers l'équipe et le réalisateur, et j'avais de plus en plus envie d'être de ce côté-là, mais je ne savais pas comment, et j'ai attendu d'avoir surtout quelque chose à dire, enfin quelque chose où j'avais l'impression que mon regard sur cette chose-là allait pouvoir être nouveau. En tout cas, pas déjà vu, ou un sentiment, oui, d'avoir quelque chose peut-être à apporter, humblement évidemment, mais à apporter à une histoire, ou à un thème qui me hantait. Et donc j'ai attendu ça pour oser. C'est une époque terrible, et paradoxalement, votre film est empreint d'une douceur infinie durant quasiment 1h40. Bien sûr, on sent l'époque qui plane jusqu'à ce plan final terrible, qui est une superbe idée de cinéma. Comment vous est justement apparue cette envie de raconter cette histoire? Mais c'est ça le point de vue dont je vous parle en fait. C'est quand j'ai su que je voulais raconter cette histoire par le prisme de cette jeune fille, par sa joie de vivre, raconter le meilleur pour aborder le pire en fait. Et surtout pas montrer la guerre comme on a pu la montrer dans des très bons films du reste, hein, mais si j'étais extrêmement tentée de parler de cette période parce que c'est une période qui me hante pour des raisons personnelles et puis pour des raisons, j'espère qu'on est tous hantés par cette période et qui est d'ailleurs, on en parle encore et toujours. Je voulais traiter cette période-là et je voulais traiter surtout l'intimité, parce que je trouve que le cinéma permet de rentrer derrière la porte. Donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup avec le cinéma, c'est de rentrer à l'intérieur de ce qu'on ne peut pas faire nous dans la vie des uns et des autres. C'est-à-dire d'un seul coup, je rentre dans cette famille et je rentre dans la chambre de Rebecca et d'Anthony Bajon, enfin d'Irène et de son frère. Je rentre dans l'intimité de chacun. C'est ça que permet le cinéma et c'est ça qui, moi, me plaît beaucoup.
Et j'avais envie de rentrer dans l'intimité d'une fille de 19 ans, sans doute aussi parce que quand on écrit, on se sert de ce qu'on est. Ce thème-là me hantait, du fait évidemment d'être juive moi-même, mais pas forcément que pour ça. Parce que Irène, elle représente c'est notre sœur à toutes et à tous. Dans le sens, je voulais vraiment traiter ça comme un journal intime, comme si j'avançais à sa place. Donc je me suis mise à fantasmer sur qu'est-ce que c'était que le quotidien de ces gens-là. Qu'est-ce que ce serait notre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est le quotidien voilà, d'une vie normale, d'une vie qui est la nôtre? Et puis, il y a une information qui nous vient un jour, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui est en train de dérailler ». Mais on a 19 ans, on est pressé, on a envie de revoir son amoureux, son cours de théâtre, on est dans la passion, dans l'élan de cet âge-là. Mais le lendemain, on entend une autre nouvelle, mais on ne veut pas l'entendre, on est percuté quand même. Donc, et je me suis vraiment mise à la place d'Irène, comme si, et je me mettais à la fois à la place de ma grand-mère, qui a vécu autrement cette époque-là, je me mettais à la place de personnes que j'ai connues, comme Marceline Loridan-Evans, qui me racontait voilà, ce qu'elles ont pu vivre, l'avant-bascule en fait. Ce qui m'intéressait, c'est l'avant-bascule et l'intimité. Qu'est-ce qu'on vit à un petit déjeuner quand on nous apprend quelque chose qui nous heurte, qu'on n'a pas envie d'entendre, et puis l'évolution comme ça, sous-jacente, de plus en plus contraignante, de plus en plus flippante, stressante, mais qui n'empêche pas cette fille d'aller jusqu'au bout de son élan. Pour moi, la scène finale, elle sait ce qui se passe. Quand elle dit à India, moi si je l'ai, c'est une façon de lui dire continuons, continuez. Tout ça est une folie, il faut continuer. Et c'est vrai que quand moi j'ai lu à 13 ans le journal d'Anne Frank, où la page que j'attendais la page d'après et elle n'est jamais arrivée de fait, je me suis dit comment au cinéma je pourrais rendre ce qui m'a poignardé en lisant, de même quand j'ai lu des journaux de jeunes filles pendant cette époque-là, comment je pourrais rendre ce coup de poignard. Et je suis partie de ça, en fait. Je suis presque partie du titre, de la fin, et d'une phrase que j'avais dit à mon producteur, qui était « Il fait toujours beau les jours de catastrophe », qu'elle disait Hélène Baird dans son journal. « Il fait toujours beau les jours de catastrophe », ça me hantait. Et l'idée d'une catastrophe qui... Et on est le 13 novembre. Il y a des folies humaines dont on ne devrait même plus parler, dont on ne devrait même plus faire état, qui ne devraient plus être un sujet et qui continuent à être un sujet. Et il faut ne jamais oublier. C'est aussi... Je suis heureuse, si vous voulez, d'avoir fait un film aujourd'hui. Je me dis, au moins, j'ai fait ce film sur ça. J'aurais mis ma... Enfin, je sais pas, j'aurais fait ça. Avez-vous une première question dans la salle? Au premier rang, s'il vous plaît. Juste au premier rang. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce film. Voilà, ne soyez pas modeste parce que c'est très intéressant de voir ce film sous ce regard-là. On connaît l'histoire, j'ai vu plein de films aussi. Je trouve qu'il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui m'intéresse, c'est que en le voyant, en vivant l'histoire à travers les yeux du personnage d'Irène, on se dit que c'est très moderne et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça bascule. Et donc, merci pour ça. Et deux questions, simplement deux petites questions. Parfois, j'ai vu des photos de Simone Veil. Je ne sais pas si Rebecca a été choisie pour son talent d'une part, mais aussi parce que sous certains traits, avec certaines attitudes, certaines coiffures, elle ressemblait à Simone Veil jeune. Et deuxième question, je pense que je suis raccord, il y a beaucoup de rouge, donc c'est pour conjurer le mauvais sort. Alors, Rebecca n'a pas du tout été choisie par rapport à Simone Veil. Je comprends. Moi, je
je vois je vois beaucoup d'actrices en Rebecca, en fait. Je vois surtout Rebecca, parce qu'elle est promise, je pense, à une grande carrière d'actrice. Et j'ai adoré d'ailleurs découvrir une actrice, ça m'a beaucoup émue. Ça m'a replongé dans ce que ça a pu être à l'envers, avec des réalisatrices qui m'ont donné cette chance. Mais c'est fou de découvrir une actrice aussi mobile, aussi intelligente, aussi intéressante, drôle, émouvante. Enfin, elle a vraiment beaucoup de talent. Donc je l'ai choisie vraiment pour son talent et pour sa... Je sais pas, il y avait un ADN entre nous, il y avait une façon d'aborder le cinéma, d'aller, de pas être psychologique, de foncer dans l'histoire. Elle a beaucoup d'élan elle-même, beaucoup de force de vie comme le personnage. Mais c'est vrai que quand vous me dites ça, je peux comprendre sa ressemblance avec Simone Veil. Et évidemment que j'étais habitée par des propos de Simone Veil, par 1000 propos. Donc même en faisant des recherches, 1000 propos. Mais Simone Veil, notamment quand elle se baignait à La Ciotat en 1942, elle a eu une amie qui se baignait avec elle, qui n'est jamais revenue d'un colis qu'elle allait chercher à la poste. Elle n'est pas revenue. J'avais pensé à ça, mais physiquement pas du tout. Mais elle peut me faire penser à Charlotte Rampling jeune, Rebecca, à Jean Tierney, je sais pas, à Anastasia Kinski, enfin, et surtout à elle-même, quoi. Mais et le rouge, en fait, c'est l'image qui m'obsédait beaucoup parce que je voulais une image comme tout le reste du film, qui ne soit pas, qui reste assez intemporelle. En fait, je voulais pas qu'on marque l'époque. D'ailleurs, pendant plus d'un quart d'heure du film, on peut se demander où on est, ce qui se passe. Et on a après une information qui situe la temporalité du film. Donc c'était pas la peine d'en rajouter avec des éléments de décor, ou de son, ou d'image, ou de lumière. Donc je me suis surtout attachée je voulais qu'il y ait des couleurs très vivantes comme l'héroïne en fait. Et le rouge, c'est aussi évidemment pour conjurer le mauvais sort, le ruban rouge. Et il y a ce ruban rouge tout au long du film. Elle a un foulard que j'ai gardé d'ailleurs qui est rouge. Il y a des couleurs, sa jupe est rouge. Le rouge est omniprésent dans d'autres éléments, d'ailleurs pas que sur Rebecca. Mais je voulais aussi qu'il y ait des jaunes très francs, elle a une petite ceinture jaune. Je voulais qu'il y ait des couleurs comme ça qui représentent un peu, oui, la vitalité d'Irène. L'espèce de pinson qu'elle est, quoi. Et puis c'est des couleurs... J'oscillais toujours, parce qu'il faut toujours donner des références pour essayer de se faire comprendre quand on réalise son premier film. Il y en a vraiment, tous les chefs de poste sont des grands noms du cinéma, et moi je les ai choisis parce que je les trouvais tellement talentueux, mais il fallait qu'ils me fassent confiance, donc j'arrêtais pas de les assommer de ce que j'imaginais. Donc je disais à mon chef opérateur, voilà, dans L'argent de poche de Truffaut, il y a cette image comme ça, à la fois pas sépia, pas marquée, mais avec des vrais rouges, des vrais bleus. Mais je lui parlais même de la nouvelle vague pour la scène du café avec Rebecca et son amoureux et conduit Jean Chevalier. Des vrais rouges aussi, des vrais... Tous les décors ont été choisis en fonction aussi vraiment de la lumière et des couleurs assez contrastées, mais pas ni trop chaud ni trop froid, quoi. Il fallait trouver le juste dosage, pour tout d'ailleurs, comme pour l'écriture, comme pour tout. Une question ? Le micro arrive d'ici quelques secondes. Merci pour votre film. Vous nous précisiez avant la séance que tout ce qu'on allait voir était de votre faute. Continuez à fauter de cette sorte. C'est assez splendide. Pour une première fois, que ce n'est pas toujours réussi les premières fois, là c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Je ne saurais que recommander à votre producteur de prévoir dès à présent de produire vos prochains films. Merci beaucoup de l'avoir produit. On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à filmer tous ces jeunes acteurs. Ça se sent en tant que spectateur. On a l'impression que vous avez fait un film amoureux malgré l'époque qui est assez terrible. À ce sujet, vous parlez de Simone Veil. Est-ce que il y a une scène qui m'a marqué, notamment parce que l'amie de la grand-mère s'appelle Marceline, qui était l'amie, vous l'avez cité tout à l'heure, une grande amie de Simone Veil qui ont connu les camps ensemble. Et des décennies après, quand elles se retrouvaient,
elles parlaient souvent sur leur lit, Oui. parce que ça se faisait comme ça dans les camps, c'était le seul endroit où elles pouvaient parler, se confier. Donc je voulais savoir déjà si cette scène dans votre film a fait référence ou pas à ça. Et puis dans votre générique, vous remerciez Robert Badinter et Xavier Darcos au titre de l'Institut de France. Je voulais juste voir comment ils sont intervenus sur votre film. Et encore un grand merci. Merci à vous, vraiment, merci beaucoup. La première question, c'était... Parce que j'ai retenu Badinter, et la première question, c'était... Pardon ? La scène sur le lit, évidemment. Mais oui, bien sûr, la scène sur le lit. J'avais vu le documentaire sur Simone Veil, et j'avais été frappée, c'est Marceline Loridan qui m'en avait parlé, et elle me disait qu'elle était toujours... elle se sentait toujours très décalée chez Simone Veil, parce qu'elle était exceptionnellement exubérante. Marceline, elle avait un caractère, elle fumait des pétards à 90 ans, enfin c'était... Et Simone Veil, c'était beaucoup plus sage, beaucoup plus... Et donc elle se retrouvait toujours sur ce lit, et il y a un documentaire où on les voit sur le lit comme ça parler, et Simone Veil est d'ailleurs interrompue par son mari, elle a une vie de famille, il y a des enfants qui traînent, il y a de l'amour partout, et Marceline au contraire c'était la liberté, elle était elle aussi très amoureuse d'ailleurs à l'époque, mais donc cette scène de lit m'avait marquée, et le décor en tout cas fait référence évidemment à cette scène. Après, je cherchais comment m'approprier cette discussion entre une Marceline et une Ginette, parce que pour le coup, il y a plein de choses qui se mélangent quand on écrit. Marceline avait comme meilleure amie Ginette Kolinka, donc les deux se sont appelés Marceline et Ginette sur le lit, et pas Simone. Donc, et je me suis approprié les choses je voulais vraiment parler de la peur dans le film, et donc à un moment, voilà, m'est venue l'idée du dictionnaire de la peur pour dire les mots, et en disant les mots, en fait, c'est les mots qui nous font ressentir qu'elles sont exactement dans cet état-là, à ce moment-là, et on ressent la peur en même temps qu'elle à ce moment-là. Mais oui, effectivement, le lit vient de ça. Quant à Robert Badinter, c'est parce que j'ai eu la chance de l'avoir comme voisin longtemps, et que j'ai voulu en discuter souvent, et je lui ai demandé s'il pouvait lire mon scénario fini pour savoir si j'étais complètement à côté, ou je sais pas, enfin j'avais envie d'avoir son avis. Et il savait que j'écrivais sur l'avant et sur la jeunesse, et comme lui avait à peu près cet âge-là, et il m'a donné beaucoup de enfin, j'étais très encouragée par lui, donc ça a eu son importance dans le déroulement du processus de la fabrication du film dans ma tête, quoi. Et puis on a été aidé pour certains décors c'était ça, hein, je crois, Olivier, il nous a aidés pour un décor avec Rosine Bachelot d'ailleurs, pour un ou deux décors. Donc, c'est pas rien, un décor. Surtout moi, quand je débute et que j'ai des idées tellement obsessionnelles, je peux vous dire, que j'avais envie d'une cour, par exemple, quand ils se rejoignent amoureux dans la cour avec la minuterie, c'était cette cour et pas une autre, enfin, quand je l'ai trouvée, et puis il se trouve que les propriétaires n'ont pas voulu nous la laisser, et puis donc là, j'ai fait jouer les contacts. Et j'ai eu cette cour. Yes. Il faut rien lâcher quand on fait un film. Ben, on a une vision, quoi. Une question ? Madame au premier rang. Au premier rang, s'il vous plaît. Merci. J'étais très étonnée de l'enthousiasme, de la jeunesse, de l'insouciance de ces jeunes gens, et ça m'a... Enfin, il me semblait que ça ne pouvait pas exister à cette époque-là, mais peut-être que vous pouvez me dire que ça a existé. Mais justement, tout le film est là. C'est-à-dire que nous, on sait ce qui s'est passé, on a 75 ans d'avance sur eux, mais quand on parlait de Robert Badinter, justement, il me disait que c'était beau de faire un film là-dessus, parce qu'il disait qu'il n'y avait jamais eu autant de force de vie qu'en présence d'une menace, en fait.
ils se sentaient menacés, ils sentaient bien qu'il se passait quelque chose, et ils n'ont jamais eu autant envie de s'embrasser, autant envie de sortir, de vivre, quoi. Et pour moi, c'est le thème même du film. Donc ça paraît fou, parce que nous, on sait que ça a fini comme ça a fini, que c'est même pas descriptif, enfin, c'est même pas imaginable. Donc on est là, on se dit, mais comment... Et en fait, si. Jusqu'au café de la fin, elle rit et elle vit, et moi, je m'étais attachée beaucoup à ce que cette scène de fin soit quasiment la plus vivante du film, volontairement. Parce qu'elle est interrompue en pleine vie, il n'y a aucune raison que ça change. La raison, c'est parce qu'elle est juive. C'est la force. C'est ça qui est fou. J'adore, je trouve que c'est très fort parce que vous avez réussi l'ouverture de votre film et la fin de votre film. Parfois, on a l'un ou l'autre, parfois on a le milieu. C'est très important une ouverture et une clôture de film, je trouve. Et ce que je trouve très beau, c'est ces jeunes gens qui jouent face caméra, en plan fixe. Ça nous plonge immédiatement dans le récit. Est-ce que cette ouverture vous est apparue immédiatement? Oui. Oui, je voulais vraiment commencer avec la jeunesse, en gros plan sur ces visages qu'on découvre, puisque c'est des acteurs inconnus. Et moi, ça me bouleversait de voir, déjà, de filmer un acteur. Et c'est comme un hommage, je pense, à la jeunesse et au commencement de quelque chose. Et pour moi, c'était... Et pour tout vous dire, j'ai été très marquée dans ma vie d'actrice par le premier film que j'ai fait, qui s'appelle En avoir ou pas. Et quand j'avais lu le scénario d'En avoir ou pas, il commençait d'une certaine façon, il se terminait d'une certaine façon, je ne sais plus, mais qui n'était pas du tout la façon dont le film a été monté. Et quand j'ai vu le film fini, ça a été une de mes plus grandes surprises de tous les films que j'ai faits. C'est un énorme monteur qui avait fait le film, qui s'appelle Yann Daudet. Et là, je me suis intéressée de très près au montage, parce que je me suis dit, mais... Et le film commençait sur des portraits d'embauche de jeunes de Boulogne-Billancourt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait ces jeunes comme ça se faire embaucher, puis on tombait sur moi qui était une fausse future poissonnière. Et donc c'était une succession comme ça de portraits. Et je ne sais pas dans quelle mesure, quand on fait un film, je ne sais pas ce qui joue inconsciemment, enfin c'est très bizarre. Mais en tout cas, je pense que ça a joué aussi sur le début de mon film. Que ce choc que j'ai eu avec mon premier film est devenu quelque chose... Alors ça n'a rien à voir, mais ça a quand même dans la forme une résonance, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez une dernière question? N'hésitez pas. Non. Alors moi, je vais vous en poser une dernière. D'accord. J'ai été très ému par la place que vous laissez à l'art, au théâtre, bien évidemment, et aussi à la musique, avec des choix parfois qui sont extrêmement radicaux et anachroniques, Oui. parce qu'on entend métronomie, par exemple. La fin est effectivement terrible, avec l'arrivée de l'officier derrière elle. Néanmoins, la culture est tout le temps présente, la musique est présente, le théâtre est présent. Vous avez fait un film. On nous a retiré la culture quand même pendant pas mal de temps, ces derniers mois. Est-ce que vous diriez que la culture et l'art nous sauvent? Nous sauve? Ouais. Oui. Je peux rien dire. Oui. Oui. Oui, bien entendu. Moi, Parce que il y a des j'attends musiques qui ont sauvé ma vie. Mais oui, je sais pas, il y a des musiques qui ont sauvé d'un chagrin, il y a des films qui ont transformé ma vie. Des visions. Quand j'ai vu À nos amours de Maurice Pialat, j'avais l'âge de l'héroïne, j'avais l'âge de Sandrine, l'autre Sandrine Bonner, la grande Sandrine Bonner que je découvrais et tout, et je découvrais un monde qui n'était pas le mien, et ça vous change votre vie. Vous sortez d'un film, vous n'êtes plus la même en sortant qu'en rentrant, enfin. Et puis l'art
sous toutes ses formes. Moi, quand je vois Pina Bausch inventer des danses, c'est un moyen d'expression qui me rend, qui me fascine et qui me rend heureuse et qui change ma vie. Un livre peut changer une vie, mais vraiment, vous l'aurez remarqué, quand même une nette préférence pour le cinéma. Et donc, moi, les films, c'est des moments, là, ce qu'on vit, ce qu'on partage dans une salle, c'est au même moment, en même temps, une découverte de quelque chose, d'une histoire, d'un moment, d'un univers. Et quand ça se passe bien, ça peut vraiment être comme une solution. Enfin, voilà. Merci Sandrine. Merci à vous. Le 26 janvier 2022, vous avez été vraiment des privilégiés, mais vous avez aimé, franchement, vous avez la voix. Et donc, parlez-en autour de vous, car c'est très important. Merci. Merci beaucoup.